Eh ben, je m'appelle Mathieu Stepson, je suis illusionniste et aujourd'hui on va décrypter ce qui est possible et pas possible dans les deux premiers volets d'Insaisissable. Il y a 10 ans et encore un peu maintenant, pour les Français, la magie c'était des chapeaux, des boîtes et des lapins. Et donc Insaisissable arrive en montrant une magie qui est totalement moderne, qui est super fun et on a envie de voir ça sur scène, quoi. Il y a des choses qui sont pas forcément inspirées de choses qui existent, mais qui pourraient exister, mais avec des moyens colossaux. La scène de Octa où les cavaliers sont en train de courir en images dans un écran, sautent et apparaissent sur scène, je pense que tous les magiciens qui regarderont ça seront peut-être d'accord avec moi, mais moi le premier, j'ai rêvé de trouver une solution pour faire ça et pour l'inclure dans mon show sur une salle qui serait concrètement pensée et faite pour le spectacle, comme par exemple à Vegas où les théâtres sont construits pour les spectacles. Là, je pense qu'on pourrait trouver quelque chose qui se rapprocherait de cet effet-là qui, bien sûr, sur le film est fait en VFX. Je vais faire défiler les cartes. Et je vous demande d'en repérer une. Non, pas celle-là, ce serait trop facile. Regardez bien. Ce qui est intéressant là, c'est que les comédiens ont appris des manipulations sur certaines scènes où on les voit en entier. Et là, ce genre de plan où on ne voit que les mains, c'était une doublure de magicien qui faisait des manipulations de cartes. Ce qui est très très bien de la part des scénaristes et des consultants en magie, c'est qu'on a un tour de magie qui se passe sur une spectatrice, mais qui en fait va fonctionner sur tous les spectateurs qui regardent le film, et donc avec un choix de cartes qu'on appelle un riffle, qui est très très utilisé. Mais d'ailleurs, on peut peut-être le tester sur les internautes d'Halluciné. Ah bah bien sûr, On fait ça comme ça. Et ben, on fait exactement comme Atlas. Pas la première, ce serait trop simple. Essayez vraiment de vous concentrer sur le défilement des cartes et on va voir si votre œil arrive à percevoir nettement une carte. On y va ? Vous en avez une ? Alors regardez-la bien en tête et on regarde la révélation de Atlas. Alors je sais pas si vous aviez choisi le 7 de carreau, mais si c'est pas le cas, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Est-ce que dans la vraie vie, en fait, on peut arriver à faire ça? Concrètement, on pourrait, techniquement, on est sur des lumières qui sont allumées exactement au bon endroit. Donc oui, on pourrait. Alors évidemment, quand il dit j'ai donné 50 $ à l'électricien au gardien, bon non, je pense que la logistique pour le faire va être complètement beaucoup plus complète et puis va coûter très cher. Mais techniquement, oui, bien sûr, ça peut être faisable. Voilà, encore une fois, on est sur quelque chose qui est complètement inspiré de réel, de réalité. Les numéros d'évasion avec une sensation de noyade, en tout cas, de devoir se détacher, de se libérer et d'être dans l'eau. Voilà, les traces les plus anciennes qu'on retrouve de ça, c'est le célèbre Harry Houdini, pas Potter, hein, rien à Oui, voir. bah oui, parce qu'on a dit que lui, vraiment, c'est de la magie pure. Mais c'est que Houdini, en plus, il est assez souvent cité dans les trois films d'ailleurs. Bah, Houdini, en fait, avait fait sa spécialité de ce qu'on appelle un numéro d'escapologie. On reconnaît escape dedans, donc c'est le fait de devoir s'évader de quelque chose. Et donc, je pense que Copperfield a dû faire des choses comme ça, et c'est entre guillemets un classique, ouais, de l'évasion. Mais oui, il y a une vraie sensation de danger qui a été rajoutée dans le film. Alors, le truc qui est pas possible en vrai, là, j'ai envie de dire, ce serait les piranhas qui tombent. Parce que là, clairement, à moins d'avoir une variété de piranhas inoffensifs pour l'homme, mais je sais même pas si ça existe. Mais là, effectivement. Par contre, ce qui est intéressant, ce que je trouve bien pensé dans les numéros, c'est là où aussi on se rapproche du réel, c'est que là, elle va disparaître pour réapparaître. Donc on a une combinaison de tours, on est à la fois dans de l'escapologie, donc de l'évasion, et un effet de disparition-réapparition ailleurs. Là, en fait, elle est cachée par cette eau qui devient toute rouge, justifiée par les piranhas. En fait, tout tient debout, c'est ça qui est cool, même si les piranhas, c'est pas possible, tout a un sens. Et puis au niveau au niveau de l'évasion de l'aquarium, il y a des choses qui existent, hein. Je pense à Dan Hilary qui a une version de ça qui est absolument bluffante, où il est enfermé complètement dans un aquarium comme ceci, un peu plutôt rond, avec de l'eau dedans, et il y a un film qui est mis dessus, et on voit vraiment les mains qui traversent la chose jusqu'à un moment où il est trempé et dehors du bocal. Et voilà, tout ça est basé vraiment sur des choses qui sont réalisables et qui existent. Après, le fait de réapparaître vraiment aussi rapidement en plein milieu du public et que personne la capte avant qu'elle parle, Alors qu'elle est trempée. bon là on retourne dans du cinéma. Là, la chose qui clairement est impossible, c'est la bulle. On ne peut pas faire une bulle comme ça juste avec ses mains. Et de la façon dont fonctionne le numéro de lévitation, on ne pourrait pas avoir une bulle de savon autour de la personne, c'est impossible. Mais en ce qui est de la lévitation, alors là évidemment c'est fait avec des trucages de cinéma, donc il y a une fluidité et des mouvements qui peut-être tous sont pas possibles, mais en tout cas,
c'est le numéro de la lévitation est quelque chose qui existe. Moi, le souvenir le plus ancien que j'ai, mais il y a peut-être plus vieux que ça, mais moi, le souvenir le plus ancien, c'est David Copperfield, le fameux flying de David Copperfield, qui était d'une pureté incroyable. C'était dans les années début 90, je crois qu'il faisait ça. C'était, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais gamin, il y a un mec qui vole sur scène, quoi. Et vraiment, on ne voit rien. Puis évidemment, on pense à des câbles, à des choses. Il se fait enfermer dans des boîtes où il est toujours en train de voler. C'était magique, quoi. Mais de toute façon, Copperfield, comme d'habitude, a toujours été hyper avant-gardiste. Et donc, clairement, il a un résultat qui est aussi net que ça, mais sans la bulle, quoi. La transformation de l'eau en vin, j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus vieux tour de magie au monde. Alors c'est assez marrant de la façon dont ils en parlent dans le film, déjà de la façon dont c'est fait, bon c'est ultra clean. Mais vous voulez qu'on fasse on peut faire une petite démo pour les internautes? Ah bah avec plaisir. Voilà, faut juste me trouver une bouteille d'eau. A few moments later. C'est bon, vous avez trouvé ça? Bah top, allez. Alors, un verre et de l'eau. et une bouteille d'eau. Voilà, c'est de l'eau, ouais. de l'eau. C'est pas la même méthode que Thaddeus Bradley, mais on va essayer. Je vous jure, je suis choqué en fait par ce qui se passe. Alors évidemment, en fait, qu'est-ce qui fait un bon tour? C'est quand on peut aller contre la solution que les gens peuvent avoir dans leur tête. Là par exemple, je pense que je fais ça, tout le monde se dit bon, mais il y avait peut-être un peu de colorant Ouais, bien sûr, bien sûr. dans le verre. Bon, concrètement. Bon, par contre, au Ok. niveau du goût, oui, Non, voilà, on est sur un Beaujolais nouveau. Ouais, ça a pas un goût de On banane. n'est pas sur un grand cru. Bah, encore une petite facilité de scénario, c'est que la puce électronique qui doit voler fait exactement les dimensions d'une carte à jouer. On va dire que ça tombe plutôt bien, ça arrange bien les choses. Mais quel plaisir on a de voir les cavaliers en train de s'entraîner sur les manipulations de cartes. Et puis ce qui est cool, c'est que on reconnaît en tant que magicien des manipulations entre guillemets de base. Et on les voit après exécutées dans la chambre forte justement où il y a cette puce. Et donc voilà, la chorégraphie, elle est magnifique, la chorégraphie. Après évidemment, le fait que à chaque fois la carte elle tombe pile où il faut pour que quand elle marche, bon, ça reste dans un film. Tu te dis que sur cette scène, à chaque fois, si 1 millimètre plus ou moins, ça foutait tout en l'air. Bon, voilà. Donc non, on est vraiment dans un film, mais on est quand même là-dessus inspiré sur des manipulations de cartes qui sont inspirées de bases de manipulation. Il y a plein de scènes qui sont vraiment amenées avec du VFX dans la manche, etc. Et puis tu vois, il y a plein de scènes où on est vraiment sur de la manip de cartes, ou quand la carte est cachée comme ça, notamment je pense à la technique du back and front qui est un basique en carte. Donc voilà, là il cache la carte, boum, hop, elle redevient, tu vois, de l'autre côté, etc. Et puis poum, puis c'est envoyé aux collègues. Donc tout ça est inspiré de choses qui existent. Voilà. Bon là on est typiquement inspiré sur quelque chose d'ultra classique en magie, on parle d'un bonto, et j'ai envie de dire même ça vient plus du monde de la triche et de l'arnaque que de la magie à la base, parce que les premiers qu'on voit faire ces tours de cartes, c'est dans les rues de Londres, de New York, de Paris au cours du 19e siècle, et donc c'était un jeu d'argent où il fallait miser sur la bonne carte, et puis on misait sur sa position. Et donc effectivement, alors il y a toute une technique pour ça, où généralement le premier coup on fait toujours gagner le spectateur pour qu'il ait confiance, et puis après on a des techniques pour qu'il croit suivre la dame, et en réalité la dame n'est jamais là où il pense être. Et il y a même souvent aussi un complice dans les joueurs qui va lui miser sur la bonne carte pour faire croire aux gens que c'est possible et qu'il faut continuer à jouer parce que ça peut tomber. Mais je ne sais pas s'il y a des traces de ça, d'une version avec des cartes vraiment comme ça sous forme de panneau. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement les cartes changent de place, mais aussi les personnes choisies dans le public qui changent aussi de place. Alors on apprend par la suite dans le scénario que les personnes n'étaient pas choisies au hasard parce qu'elles avaient des doublures, etc. Il nous donne une explication de ça. Donc voilà, tout tient debout, peut-être, j'ai envie de dire, tout ce système de trappe, etc. Voilà, si on est sur une scène, why not? Si on est dans la rue, voilà, on est pareil toujours dans des logistiques et des budgets où en vrai non, on est là encore une fois dans un film, quoi. Il y a une dizaine d'années, c'était énormément la mode des magiciens de rue, notamment aux États-Unis, avec Dynamo, avec David Blaine, avec Chris Angel, qui cartonnaient sur les réseaux avec leur magie faite dans la rue. Et donc je trouve qu'il y a vraiment une inspiration de ça dans ce deuxième volet. Non, je vais faire mieux que ça. Stop!
Ça fait partie aussi des scènes phares hein, de ce deuxième volet, avec encore une fois dans la rue, avec rien, et puis il va jouer avec les éléments pour contrôler la pluie. Là on est pareil, on est sur un principe qui de base fonctionne. D'ailleurs on le voit quand ils sont dans la boutique de magie à Macao, où il y a cette petite boîte avec des gouttes qui tombent, mais qui ont l'air de remonter, avec un effet de flash. Et effectivement, concrètement, le principe est très simple, hein, c'est qu'avec un stroboscope qu'on va mettre à une certaine vitesse et une fréquence de gouttes par seconde, on va dérégler la fréquence d'image par seconde pour que l'œil humain ne voit plus des gouttes qui tombent, mais soit qui sont stoppées ou qui remontent. Donc concrètement, on est sur quelque chose de faisable et de scientifiquement logique. Par contre, de là à le faire dans la rue avec une pluie qui est aléatoire, même si elle est provoquée par eux-mêmes, hein, c'est pas de la vraie pluie, on le voit après plus tard dans le film que ce sont des espèces de douches. On est vraiment dans l'exemple de prendre quelque chose qui existe de base et l'amplifier en version cinéma, mais le résultat, il est magnifique, quoi. Vraiment, moi je me souviens avoir découvert cette scène dans une salle obscure, voilà, j'étais fou, je disais c'est génial. Évidemment que consciemment je sais que c'est pas vrai, mais j'avais adoré l'idée. Et puis je trouve ça sympa aussi ce petit rappel d'avoir ce petit truc en boutique de magie qui existe et d'en faire ça en fait dans un film. Je trouve ça vraiment bien. Tu m'avais dit que les personnages de Woody Harrelson qui fait du mentalisme et le personnage de Dave Franco qui est plus une espèce de pickpocket, finalement c'est moins intéressant à commenter en termes de magie. Le personnage de Jack est présenté au départ comme un pickpocket, mais finalement il ouvre aussi les serrures et etc. Des pickpockets peuvent être présents en station. Le pickpocket est une chose annexe de la magie, mais il n'y a pas trop de démos en fait de pickpocket finalement dans les films. Et puis l'autre personnage de Merritt, qui lui mi-mentaliste, mi-hypnotiseur, est pour moi un peu le point négatif des films, surtout du deuxième. Ce qui est top, c'est qu'on est sur des choses réelles, mais j'ai l'impression qu'au niveau du scénario, quand on savait pas trop comment justifier un truc, bon c'est de l'hypnose. Alors que, et concrètement, l'hypnose telle qu'ils la font dans le film est complètement impossible. Donc l'hypnose réelle existe, mais pas par surprise en claquant des doigts et tout de suite je te donne une info et tu vas avoir l'idée de faire ça. Non, ça c'est strictement impossible. C'est vraiment mis là parce que ça arrange bien le scénario. Comment tu avais appréhendé ces films? Est-ce que tu étais déjà pleinement plongé dedans et forcément tu es encore plus attentif? Mais je me souviens en fait que moi, les gens me parlaient forcément beaucoup de ce film parce que voilà, tout le monde sait que tu es magicien, donc on te parle de ce film-là. Et les gens me demandaient beaucoup, mais ça c'est possible ce qu'ils font, etc. Donc je trouvais ça chouette en fait qu'il y ait ce doute dans la tête des gens par rapport à la magie. Ça a suscité un intérêt en tout cas. Mais j'aimais bien aussi que dans le film, malgré les méga tours qu'il y avait, etc., les méga mises en scène, il y avait aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec le vin, ce genre de petits effets magiques très sympas glissés dans le scénario comme ça. Et notamment cette bouteille de champagne qui fait comprendre aux méchants que la partie est finie pour eux, avec ce petit joker qui est à la place derrière l'étiquette, et ce champagne dégueulasse qui devient d'une couleur très bizarre. Vous voulez une petite démo de ça ? Si c'est possible, oui. Je vous donne la vidéo et on va la diffuser tout de suite. Ah oui, au fait, vous avez toujours la carte en tête ?